Chapitre 7. Les études de Jed avaient été purement littéraires et artistiques, et il n'avait jamais eu l'occasion de méditer sur le mystère capitaliste par excellence, celui de la formation du prix. Il avait opté pour un papier Hahnemuhl Canvas Fine Art qui offrait une excellente saturation des couleurs et une très bonne tenue dans le temps. Mais avec ce papier, le calibrage des couleurs était difficile à réaliser et très instable. Le driver Epson n'était pas au point. Il décida de se limiter à 20 agrandissements par photo. Un tirage lui revenait grosso modo à 30 euros. Il décida de les proposer à 200 euros sur le site. Lorsqu'il mit la première photo en ligne, un agrandissement de la région d'Hazebrouck, la série fut épuisée en un peu moins de 3 heures. À l'évidence, le prix n'était pas adapté. En tâtonnant un peu, au bout de quelques semaines, il se stabilisa autour de 2000 euros pour un format 40 multiplié par 60. Voilà, ça y était maintenant. Il connaissait son prix sur le marché. Le printemps s'installait sur la région parisienne et il se dirigeait sans l'avoir autrement prémédité vers une confortable aisance. Au mois d'avril, ils constatèrent avec surprise que son revenu mensuel venait de dépasser celui d'Olga. Cette année-là, les ponts du mois de mai étaient exceptionnels. Le 1er mai tombait un jeudi, le 8 également. Ensuite, il y avait comme d'habitude l'Ascension, et tout se terminait par le long week-end de la Pentecôte. Le nouveau catalogue French Touch venait de sortir. Olga avait supervisé sa rédaction, corrigeant parfois les textes proposés par les hôteliers, choisissant surtout les photos, en faisant refaire si celles proposées par l'établissement ne lui paraissaient pas suffisamment séduisantes. Le soir tombait sur le jardin du Luxembourg. Il s'était installé sur le balcon et la température était douce. Les derniers cris d'enfants s'éteignaient dans le lointain. On allait bientôt fermer les grilles pour la nuit. De la France, Olga ne connaissait au fond que Paris, se dit Jed en feuilletant le guide French Touch, et lui-même, à vrai dire, guère davantage. À travers l'ouvrage, la France apparaissait comme un pays enchanté, une mosaïque de terroirs superbes constellée de châteaux et de manoirs, d'une stupéfiante diversité, mais où, partout, il faisait bon vivre. Tu aurais envie de partir en week-end? Proposa-t-il en reposant le volume. Dans un des hôtels décrits dans ton guide? Oui, c'est une bonne idée. Elle réfléchit quelques secondes, mais alors incognito, sans dire que je travaille chez Michelin. Même dans ces conditions, se dit Jed, il pouvait s'attendre de la part des hôteliers à un accueil privilégié. Jeune couple urbain, riche, sans enfants, et esthétiquement très décoratif, encore dans la première phase de leur amour, et de ce fait prompt à s'émerveiller de tout, dans l'espoir de se constituer une réserve de beaux souvenirs qui leur servirait au moment d'aborder les années difficiles, qui leur permettrait peut-être même de surmonter une crise dans leur couple. Ils représentaient, pour tout professionnel de l'hôtellerie-restauration, l'archétype des clients idéaux. Où est-ce que tu voudrais aller en premier? En y réfléchissant, Jed s'aperçut que la question était loin d'être simple. Beaucoup de régions, pour ce qu'il en savait, présentaient un intérêt réel. C'était peut-être vrai, se dit-il, que la France était un pays merveilleux, au moins du point de vue d'un touriste. On va commencer par le Massif central, trancha-t-il finalement. Pour toi, c'est parfait. Ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais je crois que c'est très français. Enfin, que ça ne ressemble à rien d'autre que la France. Olga feuilletait le guide à son tour. Elle lui désigna un hôtel. Jed fronça les sourcils. Les volets sont mal choisis. Sur de la pierre grise, j'aurais mis des volets marron ou rouge, à la rigueur vert, mais sûrement pas bleu. Il se plongea dans le texte de présentation. Sa perplexité s'accentua. C'est quoi ce galimacias? Au cœur d'un Cantal matiné de midi où tradition rime avec décontraction et liberté avec respect.
Liberté et respect, ça rime même pas. Olga lui prit le volume des mains, se plongea dans sa lecture. Ah oui, j'ai compris. Martine et Omar vous font découvrir l'authenticité des mets et vins. Elle a épousé un arabe, c'est pour ça le respect. Ça peut être pas mal, surtout s'il est marocain. C'est vachement bon la cuisine marocaine et ils font peut-être de la fusion food franco-marocaine, pastilles au foie gras, le genre. Oui, fit Olga, peu convaincue. Mais moi, je suis une touriste, je veux du franco-français. Un truc franco-marocain ou franco-vietnamien, ça peut marcher pour un restaurant branché du canal Saint-Martin. Sûrement pas pour un hôtel de charme dans le Cantal. Je vais peut-être le virer du guide, cet hôtel. Elle n'en fit rien, mais cette conversation lui donna à penser, et quelques jours plus tard, elle proposa à sa hiérarchie de mettre en place une enquête statistique sur les plats effectivement consommés dans les hôtels de la chaîne. Les résultats ne furent connus que 6 mois plus tard, mais devaient largement valider sa première intuition. La cuisine créative ainsi que la cuisine asiatique étaient unanimement rejetées. La cuisine d'Afrique du Nord n'était appréciée que dans le Grand Sud et la Corse. Quelle que soit la région, les restaurants se prévalant d'une image traditionnelle ou à l'ancienne enregistraient les additions supérieures de 63% à l'addition médiane. Les cochonailles et les fromages représentaient des valeurs sûres, mais surtout les plats s'articulant autour d'animaux bizarres à connotation non seulement française mais régionale, tels que la palombe, l'escargot ou la lamproie, atteignaient des scores exceptionnels. Le directeur du segment Food Luxe et Intermédiaire, qui rédigea la note de synthèse accompagnant le rapport, concluait, sans embâche: Nous avons probablement eu tort de nous concentrer sur les goûts d'une clientèle anglo-saxonne à la recherche d'une expérience gastronomique light, associant saveur et sécurité sanitaire, soucieuse de la pasteurisation et du respect de la chaîne du froid. Cette clientèle, en réalité, n'existe pas. Les touristes américains n'ont jamais été nombreux en France et les Anglais sont en diminution constante. Le monde anglo-saxon pris dans son ensemble ne représente plus que 4,3% de notre chiffre d'affaires. De nouveaux clients, nos clients réels, issus de pays plus jeunes et plus rudes, aux normes sanitaires récentes et de toute façon peu appliquées, sont au contraire à la recherche, lors de leur séjour en France, d'une expérience gastronomique vintage, voire hardcore. Seuls les restaurants en mesure de s'adapter à cette nouvelle donne devraient mériter, à l'avenir, de figurer dans notre guide. Ils vécurent plusieurs semaines de bonheur. Ce ne pouvait plus être le bonheur exacerbé, fébrile des jeunes. Il n'était plus question pour eux au cours d'un week-end de s'exploser la tête ni de se déchirer grave. C'était déjà, mais ils étaient encore en âge de s'en amuser, la préparation à ce bonheur épicurien, paisible, raffiné sans snobisme, que la société occidentale propose aux représentants de ces classes moyennes élevées en milieu de vie. Ils s'habituèrent à ce ton théâtral que prennent les serveurs des établissements primo-étoilés pour annoncer la composition des amuse-bouches et autres mises en appétit. À cette manière aussi, élastique et déclamatoire dont ils s'exclamaient: Excellente continuation, messieurs, dames. À chaque changement de plat, et qui rappelait à chaque fois à Jed ce bonne célébration que leur avait lancé un jeune prêtre, grassouillet et probablement socialiste, alors qu'ils entraient sous le coup d'une impulsion irraisonnée, Geneviève et lui, dans l'église Notre-Dame-des-Champs, au moment de la messe du dimanche matin, juste après avoir fait l'amour dans le studio qu'elle occupait alors, boulevard du Montparnasse. Plusieurs fois par la suite, il avait repensé à ce prêtre. Physiquement, il ressemblait un peu à François Hollande, mais contrairement au leader politique, il s'était fait eunuque pour Dieu. Bien des années plus tard, après qu'il se fut lancé dans la série des métiers simples, Jed avait envisagé à plusieurs reprises de se lancer dans le portrait de l'un de ces hommes qui, chastes et dévoués, de moins en moins nombreux,
sillonnaient les métropoles pour y apporter le réconfort de leur foi. Mais il avait échoué. Il n'avait même pas réussi à appréhender le sujet. Héritier d'une tradition spirituelle millénaire que plus personne ne comprenait vraiment, autrefois placés au premier rang de la société, les prêtres étaient aujourd'hui réduits à l'issue d'études effroyablement longues et difficiles qui impliquaient la maîtrise du latin, du droit canon, de la théologie rationnelle et d'autres matières presque incompréhensibles, à subsister dans des conditions matérielles misérables. Ils prenaient le métro au milieu des autres hommes, allant d'un groupe de partage de l'Évangile à un atelier d'alphabétisation, disant la messe chaque matin pour une assistance clairsemée et vieillissante. Toute joie sensuelle leur était interdite, et jusqu'aux plaisirs élémentaires de la vie de famille, obligés cependant par leur fonction de manifester jour après jour un optimisme indéfectible. Presque tous les tableaux de Jed Martin, devaient noter les historiens d'art, représentent des hommes ou des femmes exerçant leur profession dans un esprit de bonne volonté. Mais ce qui ici exprimait était une bonne volonté raisonnable, où la soumission aux impératifs professionnels vous garantissait en retour, dans des proportions variables, un mélange de satisfaction financière et de gratification d'amour propre. Humble et désargenté, méprisé de tous, soumis à tous les tracas de la vie urbaine sans avoir accès à aucun de ses plaisirs, les jeunes prêtres urbains constituaient, pour qui ne partageait pas leurs croyances, un sujet déroutant et inaccessible. Le guide French Touch, à l'opposé, proposait une gamme de plaisirs limités mais attestables. On pouvait partager la satisfaction du propriétaire de la marmotte rieuse lorsqu'il concluait sa note de présentation par cette phrase sereine et assurée. Chambre spacieuse avec terrasse, baignoire à jacuzzi, menu séduction, 10 confitures maison au petit déjeuner. Nous sommes bel et bien dans un hôtel de charme. On pouvait se laisser entraîner par la prose poétique du gérant du Carpe Diem lorsqu'il présentait le séjour dans son établissement en ces termes. Un sourire vous entraînera du jardin, espèce méditerranéenne, à votre suite. Un lieu qui bousculera tous vos sens. Il vous suffira alors de fermer les yeux pour garder en mémoire les senteurs de paradis, les jets d'eau bouillissant dans le hammam de marbre blanc pour ne laisser filtrer qu'une évidence. Ici, la vie est belle. Dans le cadre grandiose du château de Bourbon-Bussé, dont les descendants perpétuaient avec élégance l'art du bien recevoir, on pouvait contempler des souvenirs émouvants pour la famille de Bourbon-Bussé probablement, remontant aux croisades. Certaines chambres étaient équipées de matelas à eau. Cette juxtaposition d'éléments vieille France ou terroir et d'équipements hédonistes contemporains produisait parfois un effet étrange, presque celui d'une faute de goût. Mais c'était peut-être ce mélange improbable, se dit Jed, que recherchait la clientèle de la chaîne, ou du moins son cœur de cible. Les promesses factuelles des notes de présentation étaient, quoi qu'il en soit, tenues. Le parc du château des Gorges du Haut-Césalier était censé abriter des biches, des chevreuils et un petit âne. Il y avait effectivement un petit âne. En flânant dans les jardins de l'auberge verticale, on était supposé apercevoir Miguel Santamayor, cuisinier d'intuition qui opérait une synthèse hors norme de la tradition et du futurisme. On voyait en effet un type à la vague apparence de gourou s'agiter dans les cuisines, avant qu'à l'issue de sa symphonie des légumes et des saisons, il ne vienne lui-même vous proposer un de ses havanes de passion. Ils passèrent leur dernier week-end, celui de la Pentecôte, dans le château du Vau de Lugny, une demeure d'exception dont les chambres fastueuses s'ouvraient sur un parc de 40 hectares dont le plan original était attribué à le nôtre. La cuisine, selon le guide, sublimait un terroir d'une richesse infinie. On était là en présence d'un des plus beaux concentrés de la France. Celle-là, le lundi de Pentecôte, au petit déjeuner, Kolga annonça à Jed qu'elle retournait en Russie à la fin du mois. Elle dégustait à cet instant une confiture de fraises des bois,
et des oiseaux indifférents à tout drame humain gazouillaient dans le parc, originellement dessiné par le nôtre. Une famille de Chinois, à quelques mètres d'eux, se goinfrait de gaufres et de saucisses. Les saucisses au petit déjeuner avaient été originellement introduites au château du Vau de Lugny pour complaire aux désirs d'une clientèle anglo-saxonne traditionnaliste, attachée à un breakfast protéique et gras. Elles avaient été mises en débat au cours d'une brève mais décisive réunion d'entreprise. Les goûts encore incertains, maladroitement formulés, mais se portant apparemment vers les saucisses, de cette nouvelle clientèle chinoise avaient conduit à conserver cette ligne d'approvisionnement. D'autres hôtels de charme bourguignon, ces mêmes années, parvenaient à une conclusion identique. Et c'est ainsi que les saucisses et salaisons Marteneau, installées dans la région depuis 1927, échappèrent au dépôt de bilan et à la séquence sociale du journal de FR3. Olga, cependant, une fille de toute façon pas très protéine, préférait la confiture de fraises des bois, et elle commençait à se sentir vraiment nerveuse, parce qu'elle comprenait que sa vie allait se jouer là, en quelques minutes, et les hommes étaient si difficiles à cerner de nos jours. Pas tellement au début, les mini-jupes, ça marchait toujours, mais ensuite ils devenaient de plus en plus bizarres. Michelin ambitionnait fortement de renforcer sa présence en Russie. Ce pays était un de ses axes de développement prioritaires et son salaire allait être carrément multiplié par 3. Elle aurait sous ses ordres une cinquantaine de personnes. C'était une mutation qu'elle ne pouvait en aucun cas refuser. Aux yeux de la direction générale, un refus aurait été non seulement incompréhensible, mais même criminel. Un cadre d'un certain niveau n'a pas seulement des obligations par rapport à l'entreprise, mais aussi par rapport à lui-même. Il se doit de soigner et de chérir sa carrière comme le Christ le fait pour l'Église ou l'épouse pour son époux. Il se doit tout du moins de prêter aux appels de sa carrière ce minimum d'attention sans lequel il montre à ses supérieurs consternés qu'il ne sera jamais digne de s'élever au-dessus d'une position subalterne. Jed conservait un silence buté en tournant sa cuillère dans son œuf coq, jetait à Olga des regards par en dessous comme un enfant puni. « Tu peux venir en Russie, dit-elle. Tu peux venir quand tu veux. » Elle était jeune, ou plus exactement, elle était encore jeune. Elle s'imaginait encore que la vie offre des possibilités variées, qu'une relation humaine peut connaître au cours du temps des évolutions successives, contradictoires. Un souffle de vent agitait les rideaux des portes-fenêtres donnant sur le parc. Le gazouillement des oiseaux s'amplifia brusquement, puis se tut. La tablée de Chinois avait disparu sans crier gare. Il s'était dématérialisé en quelque sorte. Jed se taisait toujours, puis il reposa sa cuillère. « Tu mets du temps à répondre, dit-elle. Petit Français, ajouta-t-elle avec un reproche plein de douceur. Petit Français indécis.